Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que la luminosité ne sera pas trop désagréable et fluctuante puisqu'il est déjà 18h15 et que nous sommes toujours sur des journées assez brèves. Donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant, auquel cas j'allumerai la lumière et voilà, vous aurez une différence de luminosité. Mais je pense que nous nous en remettrons tous. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo beaucoup plus, je vais pas dire que d'habitude c'est une prise de tête incommensurable de créer du contenu sur cette chaîne, pas du tout. Mais aujourd'hui j'ai souhaité vous présenter simplement quelques titres que j'ai prévu de lire pour Mars au féminin, qui est un challenge organisé chaque année. Organisé donc par Flow & Books, dont je vous mettrai les réseaux en barre d'informations. J'ai choisi, alors je vais être très honnête avec vous, je suis actuellement en train de terminer l'Assommoir de Zola. Je mets beaucoup de temps parce que je n'ai pas d'excuses en fait, simplement je me suis remise assidûment sur Assassin's Creed Odyssey et sur Persona 5 et de ce fait mon temps de lecture est considérablement réduit. Je n'ai pas d'autres excuses, j'allais partir dans des élucubrations, mais non, la vérité c'est juste ça. J'ai aussi pas mal de travail en ce moment, je ne vais pas vous le cacher, mais je pense que on peut imputer considérablement la baisse de mon temps de lecture actuellement à mon usage non réfréné de la PlayStation 5. Voilà, je vous le dis clairement. Donc aujourd'hui, je vous présente quelques titres que j'ai prévu de lire. Je me donne pour objectif de lire ces titres, c'est tout. Je suis beaucoup moins exigeante, vous allez le voir, que ce que j'ai pu l'être pour d'autres pales sur, je dirais, des mois passés, parce que j'en ai marre de faire des pales que je ne finis pas. D'autant plus que là, j'ai traîné jusqu'en février ma pale du Pumpkin Autumn Challenge, parce que je me suis dit, cette fois-ci, tu lis tous les livres que tu as mis dans cette pale, tu arrêtes de te donner des objectifs que tu ne tiens pas. J'ai fait de même pour le Cold Winter Challenge. Je vous l'annonce, je n'ai toujours pas terminé de lire mes livres prévus pour le Cold Winter Challenge, oui. De plus, vous rajoutez à cela les livres que j'avais prévus pour le mois de février, donc petit mois, petite lecture, et là maintenant vous rajoutez Mars au féminin, en sachant qu'en avril, nous allons avoir le mois de la fantaisie. Je ne me donne plus d'objectifs non atteignables pour une raison simple, c'est que certes je ne le vis pas comme un échec, mais en même temps j'aimerais bien sortir véritablement ces livres de ma palle, parce que si à un moment donné ils me font envie, c'est qu'il faut que je saisisse l'occasion et le moment pour me lancer. Voilà, tout simplement. Beaucoup de blabla pour en arriver à la présentation de 6 titres que je compte lire au mois de mars. 6, c'est finalement assez peu. C'est également très exigeant lorsque vous jouez à Assassin's Creed Odyssey et à Persona 5, qui sont des jeux qui, respectivement, doivent faire 90 heures. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite par un titre que je vous ai présenté dans le dernier book haul. Oui, le dernier book haul de la chaîne. Donc, La cloche de détresse de Sylvia Plath. Préface de Jakuta Ali Kavazovic, je m'excuse pour la prononciation qui est laborieuse, et qui est l'ouvrage certainement qui me fait le plus envie dans ma palle, toutes catégories confondues actuellement. Donc Sylvia Plath, je l'ai découverte il y a peu grâce à Glyph, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. D'ailleurs j'ignore si c'est vous, mais je reçois pas mal de demandes d'amis actuellement sur Glyph. Donc si vous voulez qu'on se suive mutuellement sur Glyph, je trouve que c'est plutôt sympa de voir les pales les uns des autres, ça peut donner des idées de lecture, donc n'hésitez pas. De toute façon, je crois que je sais pas comment ça fonctionne, il me semble que mon compte est public, ou alors vous demandez à ce qu'on soit amis et puis on se suit, voilà, tout simplement. Alors c'est absolument pas un réseau qui va fonctionner comme Instagram, là je suis pas en train d'essayer de gagner de la visibilité ou quoi que ce soit, hein. C'est simplement une plateforme pour qu'on puisse un petit peu piocher dans les bibliothèques des uns des autres, pas plus, il n'y a aucune information personnelle dessus. Bref, encore beaucoup de blabla. Donc, un jour, un matin, un titre de Sylvia Plath m'est proposé, La cloche de détresse. Je lis le résumé de La cloche de détresse et je me dis, je pense que ce livre est fait pour moi. Je commence à regarder beaucoup de vidéos sur cette autrice, puisque mon côté obsessionnel fait que j'ai toujours besoin de prendre connaissance très largement de ce dans quoi je vais me lancer quand ce sont des thématiques qui me sont chères et qui potentiellement vont me plaire à tel point que je vais avoir envie de faire des recherches par la suite. J'aime bien prendre de l'avance, voilà, tout simplement. Et alors, quelle rencontre avec la psychologie, la façon d'être de Sylvia Plath
qui m'a fascinée, tout simplement. La cloche de détresse est un roman, on va dire, semi-autobiographique, puisque dans une large mesure, elle reprend ses considérations, elle reprend les frustrations qui ont été les siennes, elle reprend la critique qu'elle pouvait faire du rôle qu'on lui imputait alors qu'elle le refusait catégoriquement. Bref, vous allez retrouver toutes les thématiques phares, je dirais, de Sylvia Plath dans cet ouvrage. Donc je vous lis rapidement le résumé. Lauréate d'un concours de poésie, Esther Greenwood découvre New York l'été de ses 19 ans. Étourdie par les cocktails, la mode, les flirts et les amitiés fugaces, elle découvre la vie mondaine. Censée s'amuser comme jamais, elle s'ennuie et se trouve progressivement assaillie par des pensées morbides. De retour chez elle, tiraillée entre ses aspirations littéraires et son avenir tout tracé de femme au foyer, elle sombre dans une brutale dépression et se fait interner. Donc c'est véritablement quelque chose qui arrive à Sylvia Plath, et le fait que son héroïne baigne dans le milieu littéraire, c'est également, je pense, une de ses volontés pleine et entière. Au vu de tout ce que j'ai pu regarder, de toute façon, c'est très largement ce qui est dit. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent à ce qu'on distingue absolument l'œuvre de l'auteur. Là en l'occurrence je pense que c'est complexe. Ça va être exactement comme pour des titres comme La séquestrée de Charlotte Perkins, qui sont des ouvrages qui sont profondément emprunts de l'histoire des auteurs, et ce n'est pas grave. L'aspect autobiographique, ce n'est pas quelque chose qui amoindrit la qualité d'un ouvrage, bien au contraire à mon sens. Après chacun son opinion sur la question. Mais en tout cas, je pense qu'il est complexe de dire que La cloche de détresse n'est pas grandement inspirée de la vie de Sylvia Plath, et moi je suis impatiente de le lire. Si vous en avez vous-même fait la lecture, vous n'hésitez pas bien évidemment à me faire un retour en commentaire. Je poursuis avec quelque chose qui est assez différent. La Vorace de Chelsea G. Summers, publié chez Mazarine, qui est, me semble-t-il, une sorte de thriller, mais je ne voudrais pas trop m'avancer. Oh, la personne m'avait mis un joli marque-page à l'intérieur, je n'avais pas vu. Il s'agit d'un ouvrage traduit de l'anglais par Jessica Shapiro. Mazarine, il me semble que c'est majoritairement une maison d'édition publiant du thriller. Je vous en ai parlé lors du dernier du dernier book haul aussi, il me semble. Donc on suit ici Dorothy Daniels, qui est critique gastronomique à Manhattan. Sensible, méticuleuse, intelligente, elle maîtrise les arts culinaires mieux encore que certains grands chefs qui font l'objet de ces artistes. Alors juste petite pause ici. Cette phrase m'a fait penser... Alors vous allez... Je ne sais pas vous comment vous fonctionnez dans la façon dont vous visualisez les choses que vous pouvez lire, que ce soit sous forme de résumé ou de livre. Mais alors c'est vrai que les résumés me font très souvent penser à des films. Bon, parce que je commence quand même à avoir vu pas mal de films, donc pour moi c'est assez facile de faire des transferts, mais beaucoup plus facilement qu'avec la littérature. C'est-à-dire que je vais pouvoir lire des ouvrages qui sont dans des thématiques similaires. La première chose qui va me venir dans les rapprochements, c'est véritablement le cinéma. Et cette première phrase de La Vorace m'a énormément fait penser au film Le Restaurant, qui est un film qui est sorti, me semble-t-il, il y a 2 ans, qui avait plein de défauts, mais qui était très élégant. Je vais arrêter avec ce mot, je pense qu'on va signer un contrat, vous et moi, c'est terminé ce mot. Mais c'est vrai, il était très élégant, les personnages étaient très bien habillés, très bien coiffés, on était dans un univers très luxueux où on suivait un jeune couple qui allait assister à une espèce de repas expérimental donné par un chef extrêmement connu, et on était dans un huis clos assez insupportable, vraiment, mais très intéressant. Le film, encore une fois, a beaucoup de défauts, mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Bref, donc ça c'était la première partie que je trouvais un petit peu filmique, en tout cas à mes yeux. Donc sa passion pour la nourriture n'a d'égal que celle pour le sexe. Célibataire insatiable, elle se rend souvent en Italie pour savourer ses 2 péchés mignons, aux grandes dames de ses amants. Il y a quelque chose de différent chez Dorothy, et le moment est venu pour elle d'assumer ce qui la rend si unique et si épouvantablement elle. De son enfance en apparence idyllique à la campagne, au jour où elle plante un piquet glace dans le cou d'un homme, Dorothy Daniels nous montre ce qu'il se passe lorsqu'une femme reconnaît enfin sa supériorité. Donc c'est un ouvrage engagé, d'une part, tout du moins de ce que j'ai pu en comprendre. C'est un ouvrage qui ne mâche pas ses mots, qui est dans un langage assez cru, visiblement. Et je suis curieuse de le découvrir parce que je pense qu'on est tout à la fois dans de l'horreur, dans de l'engagement politique avec une dimension féministe, et en même temps qu'on a également toute la dimension esthétique de la nourriture. Voilà, donc moi je trouve que c'est très intéressant. D'autant qu'il y a une thématique également qui est abordée. Je ne sais pas si c'est un spoil, donc dans le doute, je ne préfère pas la mentionner. Mais il y a quelque chose de très transgressif dans ce roman, puisque vous vous doutez bien que lorsqu'on rapproche nourriture et sexe,
il y a quelque chose qui vient se greffer là, qui n'est pas toujours très bien abordé, que ce soit dans le cinéma ou de la littérature, mais qui je trouve est intéressant. Puis plus généralement, ce qui est subversif, quand c'est bien traité dans la littérature, ça met mal à l'aise, ça interroge, et je trouve ça intéressant, voilà. Donc impatiente de lire La Vorace, dont je n'ai entendu que des bons retours. Je poursuis avec Mâchoire de Monica Ojeda, qui est un roman espagnol, enfin écrit en langue espagnole à l'initiale, et traduit donc par Alba Marina Escalón. C'est publié chez Gallimard, il est en grand format, je ne l'ai trouvé que d'occasion chez Gibert. Et qu'en grand format. Donc je ne sais pas s'il est trouvable dans d'autres formats, dans d'autres versions. Je me répète beaucoup. Ce livre, il me tente énormément aussi. Et je pense que d'ailleurs, alors certes, La Cloche de détresse est celui qui me tente le plus, mais en ce moment, j'ai envie de choses un petit peu dérangeantes, sombres. Mais sombres pas dans le sens où on va traiter de la folie, de la dépression, des questionnements identitaires. Plus quelque chose de... ouais, de... plus trash, voilà. Donc je pense que ce livre est tout indiqué, puisqu'ici on va suivre Fernanda, qui est lycéenne et qui va se faire séquestrer par sa professeure de lettres. Beaucoup de choses vont être abordées, notamment les relations entre femmes, la question du harcèlement, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la question des violences de classe. Il va y avoir toute une interrogation donc, concernant l'enlèvement qui se justifie de multiples façons. Et on va être dans quelque chose de très féminin, puisque tous les personnages sont des protagonistes féminins. Donc on va avoir tous les enjeux un petit peu d'un microcosme féminin qui va se construire, se créer. On va parler notamment de l'amour maternel, on va parler du rapport enseignante-élève, et voilà, ça a l'air vraiment très très intéressant, et je suis impatiente de le lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors j'ai aussi entendu des avis nettement plus mitigés, mais en ce qui me concerne, je suis très curieuse de le découvrir de toute façon. Quel que soit mon avis final, je serai heureuse de faire la lecture de ce titre parce qu'il m'intrigue grandement. Je poursuis ensuite avec un autre livre dont je vous ai déjà parlé, et je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que la plupart de ces titres viennent du précédent book haul, donc il est possible que les choses soient un petit peu redondantes pour vous, et je m'en excuse, mais c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment. L'autre moitié du songe m'appartient d'Alicia Gallienne, dont je vous ai déjà parlé. C'est une poétesse, donc ici un ouvrage de poésie, qui est morte extrêmement jeune d'une maladie dégénérescente. Elle écrit ce recueil de poèmes entre ses 17 et ses 19 ans. Je pense que le terme est bien choisi. En quatrième, on parle d'une étoile filante. Je pense que c'est un petit peu ça, puisqu'on parle tout de même d'une jeune fille qui meurt donc à l'âge de 20 ans, si je me rappelle bien. Et qui arrive à faire des choses incroyables en finalement si peu d'années, et à les faire avec une force et une profondeur assez rares. Donc difficile de vous parler plus en détail d'un ouvrage poétique sans l'avoir lu. Donc évidemment, je vais en faire la lecture, je reviendrai vers vous, je pense que je vous lirai certains poèmes pour que ce soit un petit peu plus éloquent que ce que je vais pouvoir vous en dire, puisque la poésie repose quand même beaucoup sur les sonorités, sur les jeux de la langue, bref, je pense que c'est important. Alicia Gallienne, c'est cette jeune femme, voilà. Et ce titre, j'y reviens, et j'arrête de manger les étiquettes. L'autre moitié du songe m'appartient, très beau titre, vraiment très très beau titre. Je suis très attachée au titre, c'est quelque chose qui peut véritablement me donner envie de découvrir un livre. C'est ce qui s'est passé ici avec Alicia Gallienne, donc j'espère que ça me plaira. Je poursuis avec L'Abvona d'Otessa Mosfeg, publié chez Fayard, dont je vous ai également parlé dans le dernier book haul. Donc c'est un ouvrage américain, je pense. Oui, c'est ça, américain. Je sais pas pourquoi je vous dis américain, je pense, puisque j'en ai parlé pendant le précédent book haul. C'est l'autrice de Mon année de repos et de détente. Donc je sais pertinemment que... Enfin bref, peu importe. Donc ce titre, il m'intrigue beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vu beaucoup d'avis positifs le concernant. Ça a l'air d'être quelque chose de vraiment hors du commun. Ouais, ça m'intrigue beaucoup, et je suis très curieuse de ce que peuvent donner les thématiques. Bref, j'ai très envie de lire ce livre. Je vais vous refaire la lecture de ce résumé. Alors je suis désolée si vous suivez les vidéos de façon assidue, parce que sur une semaine, vous aurez entendu 2 fois le résumé. Je m'en excuse.
Marek, fils de berger fanatique et crasseux, n'a jamais rencontré sa mère. Difforme, battu par son père, ignoré des habitants de Labvona, il trouve le réconfort auprès d'Ina, sa vieille nourrice aveugle. Celle-ci, guérisseuse, capable de communiquer avec les oiseaux, suscite la crainte et la fascination des autres villageois qui évitent sa cabane dans la forêt voisine. Lors d'une escapade sur les hauteurs du village, Marek tue l'héritier du richissime William par accident. Pour se dédommager, le seigneur du village décrète l'adoption du jeune meurtrier. Une existence nouvelle, dominée par le luxe et l'irréligion, se profile pour Marek, alors que la sécheresse et la famine s'abattent sur le bourg. Labvona imagine un monde médiéval et grand guignolesque, peuplé de figures tour à tour pathétiques, vulgaires, grotesques et terrifiantes, où la violence règne en maîtresse et où l'avidité fait loi. Une autopsie de la cruauté qui dort en chacun de nous, quelle que soit la région et l'époque historique dans lesquelles elle s'exerce. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà parlé, il me tente énormément. Et encore une fois, les retours étaient très élogieux, donc nécessairement, j'ai envie d'en faire la découverte. Et je vais terminer avec 2 titres que je ne vous ai encore jamais présentés sur la chaîne, pour la simple et bonne raison qu'ils vont faire partie du prochain book haul. Donc j'ai dans un premier temps Euphorie d'Eline Köled, qui est donc, comme je vous le dis, voilà, je ne pouvais pas me lancer dans Sylvia Plath sans avoir de la matière. Donc Eline Köled, dans cet ouvrage, elle imagine la dernière année de Sylvia Plath et épouse le style foudroyant, la noirceur lumineuse de la vie de l'écrivaine. Donc on est à l'aube des années 1960, la jeune Sylvia Plath fait déjà parler d'elle. Poète admirée, elle forme avec Ted Hughes le couple d'écrivains en vogue. Après une période difficile, Sylvia aspire à un bonheur simple, quitter Londres et s'installer à la campagne avec la petite Frida à son bras et Nicolas dans le ventre. Mais dans ce havre de paix, rien ne se passe comme prévu. Écrasée par les tâches du quotidien et ses propres obsessions, la jeune femme n'écrit plus, et à mesure que la vie de Ted, de plus en plus demandée à Londres par ses éditeurs et ses maîtresses, prend un nouvel essor, celle de Sylvia se délite irrémédiablement. L'écriture de la vie de Sylvia Plath, ça a l'air fascinant, donc je suis très très contente d'avoir trouvé cet ouvrage sur Vinted à un prix défiant toute concurrence. Et je suis impatiente de le lire. Alors par contre, évidemment, je me donne la consigne, dirons-nous, d'en faire la lecture après La cloche de Tétresse, bien évidemment. Le poids de cet oiseau-là, d'Aline B, qui est également encore un ouvrage qui m'a été proposé par Glyph. Nous remercions Glyph pour sa capacité à proposer des ouvrages. C'est vraiment une poésie très libre, par contre, donc très contemporaine, très libre. C'est la versification affranchie d'énormément de codes. Donc le poids de cet oiseau-là dessine la vie d'une Brésilienne de ses 8 ans à ses 52 ans, du quotidien le plus simple aux moments les plus dramatiques. Récompensée par le prix de littérature de Sao Paulo, la prose poétique, mélodieuse et envoûtante d'Aline B nous entraîne à travers ces petits et grands moments d'existence, remplis de notes d'humour et d'images inoubliables. Ce roman hypnotique offre un portrait de femme et de la condition féminine déchirant et nous fait découvrir un Brésil bien loin des cartes postales. Très curieuse de lire cet ouvrage. Les deux, je dois reconnaître que je n'en ai jamais entendu parler, ou alors peut-être de façon très lointaine, mais ça ne me dit rien. Et ils me tentent énormément. Ils sont tous les deux publiés chez 1018, d'ailleurs c'est une maison d'édition dont j'ai finalement assez peu de titres, me semble-t-il. Voilà, mais très curieuse de les découvrir également, bon, comme tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo également. Et nous sommes à 2, 4, 7 livres. Je trouve que je suis particulièrement raisonnable, mais comme je ne veux pas vous montrer tout ce qui me reste de mes autres pales à lire, nous dirons que c'est correct. Voilà, pas plus. Je vous remercie d'être resté jusque-là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo si le contenu vous a plu, à laisser un commentaire pour me donner votre opinion sur ces livres, ou pour m'indiquer si vous souhaitez les lire et que vous avez fait une découverte par le biais de cette vidéo. Je suis toujours enchantée de vous lire et de vous répondre le plus rapidement possible quand je le peux. Mais en tout cas, sachez que je vois toutes vos mentions en story. Ça me fait toujours plaisir quand vous craquez pour un ouvrage parce que j'en ai parlé, parce que j'ai essayé d'en parler convenablement plutôt. Et voilà, n'hésitez pas à continuer. C'est pas tant pour la visibilité parce que très honnêtement, je fais plus rien sur Instagram depuis un moment parce que je me suis complètement détachée de cette plateforme. Aujourd'hui, YouTube, je le vis vraiment comme quelque chose de... Si j'ai conservé YouTube et que j'ai complètement supprimé Instagram de ma vie, en grande partie supprimé Instagram de ma vie, c'est que YouTube m'apporte véritablement quelque chose. Donc je ne vis pas les partages comme quelque chose qui me donne de la visibilité, encore une fois, mais bien plus comme voilà, le fait que... je sais en fait que vous avez regardé la vidéo, que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose potentiellement, et c'est hyper touchant je trouve. Donc c'est exclusivement dans cette mesure-là, il n'y a aucun caractère
utilitaire dans ce que je suis en train de dire. Simplement voilà, je vous remercie de ça et si vous n'osez pas, faites-le parce que c'est pas tant encore une fois une question de visibilité, c'est vraiment que je suis très touchée quand je vois que vous vous lancez dans quelque chose que j'ai proposé. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.